Messieurs, je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je le fais au nom du Cercle des managers de l'immobilier. Alors, huitième débat de ce qui est une institution maintenant. Je rappellerai néanmoins quelle est son origine. À l'origine, euh, bien sûr, une nécessité impérieuse de débattre et de s'adresser à la communauté professionnelle immobilière. Nous étions en plein confinement, au début de la crise sanitaire, et une initiative des dirigeants de l'UNIS du Grand Paris, que j'ai rejoint avec beaucoup de plaisir, c'est celle de régulièrement faire le point sur les sujets les plus brûlants pour la communauté immobilière, non seulement les professionnels, mais bien sûr aussi les clients de ces professionnels. Alors, tous les sujets au fil de l'actualité, elle a évolué, ont été pris en compte, on a débattu, je crois pouvoir dire qu'on a beaucoup apporté d'informations à la communauté professionnelle, mais aussi aux décideurs publics. Et peut-être même avons-nous tous ensemble, avec les quelques 50 débatteurs qui jusqu'à présent ont accepté de venir échanger avec nous, nous avons sans doute contribué à éclairer le gouvernement, le Parlement sur ce qui devait être fait dans l'urgence. Et on veut continuer. Nous ne sommes plus en période de confinement, on est encore en période de crise. Le sujet abordé aujourd'hui, on l'a croisé à la faveur de plusieurs de nos débats précédents. On va faire mieux aujourd'hui, on va consacrer 1 heure et demie à ce seul sujet, c'est la question des baux commerciaux et des relations nécessairement difficiles aujourd'hui entre les enseignes commerciales, les commerçants et les propriétaires de locaux commerciaux qui hébergent leurs activités. Sujet très tendu, puisque pendant 2 mois, l'activité a été mise en panne pour de très nombreux secteurs, ralentie pour beaucoup d'autres, empêtrée, embarrassée, et le redémarrage lui-même, on entend qu'il y a un enthousiasme de la nation, tant mieux. Il reste que ça n'est pas gagné et que selon les secteurs d'activité, là encore, on est en période, on va dire, de convalescence. Alors, on n'a pas fait le choix avec les animateurs de ce cercle des managers d'immobilier de traiter le sujet à chaud. On le traite aujourd'hui avec un peu plus de recul et à une période très particulière, puisque une médiatrice a été nommée par le gouvernement pour que les relations entre l'ensemble des locataires commerçants et l'ensemble des propriétaires de locaux commerciaux, pour que ces relations soient apaisées et les plus sereines possibles. Pour traiter de ce sujet, des invités que je remercie beaucoup parce qu'ils ont accepté, avant que le rapport ne soit rendu, de nous faire partager leur vision de la situation passée, bien sûr, présente et surtout des mois qui sont devant nous. Je remercie, et comme ça, ils apparaîtront à l'image et pourront nous saluer les participants qui sont très nombreux. On est plusieurs centaines, je le souligne, professionnels de l'immobilier sans doute, peut-être enseignes utilisatrices aussi et sans doute propriétaires. Je voudrais accueillir avec beaucoup de plaisir Anne Lefort. Elle est avocate, elle est spécialisée dans les baux commerciaux. Maître. Bonsoir Henri, merci pour avec nous. Oui. Merci beaucoup. J'accueille Yves Ben-Simon. Yves Ben-Simon, alors voilà, il y a des personnes qu'on ne présente pas parce que leur nom, c'est le nom de l'entreprise et c'est même plus que ça. C'est le nom d'un objet emblématique aujourd'hui. Donc Yves, merci beaucoup d'être là. Vous êtes l'un des deux frères Ben-Simon à la tête de l'entreprise éponyme et vous avez bien voulu venir témoigner de la situation que peuvent rencontrer les commerçants. Vous êtes un commerçant indépendant, vous avez plusieurs boutiques, non seulement en France mais ailleurs. Et merci beaucoup du témoignage que vous nous apportez. Merci de m'avoir invité. On va essayer d'avoir quelques nouvelles idées. On va y arriver. Et alors, il n'était pas avec nous tout à l'heure. C'est aussi, à un autre titre, un homme des beaux commerciaux. Il est
à la tête d'une foncière spécialisée, c'est-à-dire qu'il a fait le choix de cet actif particulier qui aujourd'hui se retrouve au cœur de la tourmente, les locaux commerciaux. C'est Denis Houssadon. Denis, est-ce que tu es avec nous? Pas encore. Bon, et il va nous rejoindre, en tout cas, il n'y aura pas de mauvaise surprise parce que je lui ai parlé tout à l'heure et il est bien au clair sur notre… Il est présent, mais il a un problème de micro. Il a un problème de micro. Bon, alors allez, c'est moindre mal. Est-ce que le problème se résout tout de suite pour qu'il nous salue ou est-ce que je poursuis les présentations? Allez, poursuis. Alors, ceux qu'il ne faut pas présenter parce que ce sont mes comparses depuis… le premier jour, depuis la première conférence, on en est à la 8e, je vous le rappelle, ce sont les dirigeants de l'UNIS du Grand Paris, du pôle UNIS du Grand Paris et Île-de-France. Je salue d'abord sa présidente, Émilie Jousset. Bonsoir Henri, merci. Bonjour Émilie. Et ses deux présidents délégués que sont François-Emmanuel Borel, qui viennent d'apparaître, et Benjamin Darmouni. Messieurs, vous êtes là tous les deux. Ah, c'est bon. Bonsoir Henri. Tu m'entends? Voilà. Alors, Denis prend la parole. Bonjour Benjamin. Allez, Denis prend la parole. Oui. Denis, Bonsoir, je te salue, Henri. je suis rassuré parce que Voilà, il non, ne il y a manquait que toi. Bonjour Denis. C'est bon. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va et toi? Bon. Je suis heureux de Alors, ça participer à ce webinaire. Et bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Tu n'étais pas encore arrivé. Je remercie chacun d'avoir accepté, alors même que le rapport n'est pas rendu, d'avoir accepté de témoigner. On ne vous a pas choisi au hasard, hein, je dois le dire, parce que vous êtes tous les trois des personnes avec un franc-parler. Et le quatrième, alors je ne sais pas s'il est avec nous, Jean Pinsol, je le salue aussi. Présent. Jean, il est là? Ah, je ne t'avais pas vu. Bonjour Jean. Voilà, donc Jean, tu es le président de la Chambre des propriétaires, qui est la représentation pour l'Union de la propriété immobilière des propriétaires sur le grand territoire de l'Île-de-France. Au-delà, tu es un spécialiste de beaux commerciaux, hein, tu enseignes cette discipline dans des maisons que je connais bien, et tu sièges aussi à la commission de conciliation des beaux commerciaux pour Paris, pour le Val-de-Marne. Bref, sans même parler de tes responsabilités de représentation de la propriété, tu es un spécialiste reconnu comme les autres débatteurs et tu représentes la propriété comme Denis le fait en étant à la tête de sa foncière. Jean, tu vas apparaître. C'est bon, tu me vois? Est-ce qu'on va te voir? Voilà, ça y est. Ah, très bien, avec bon. le drapeau français. Le drapeau de la République française, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je repasse la parole alors, Émilie Jousset nous a salué, François-Emmanuel et Benjamin, au titre du cercle, nous ont salué aussi. Émilie, je te laisse avoir le mot d'accueil légitimement. Ensuite, tes deux confrères, vous êtes tous les trois des administrateurs de biens, hein, je le précise, vous représentez cette profession parce que vous la faites. Et donc, vous aurez largement matière aussi à intervenir dans ce débat. Je te laisse nous accueillir. Merci Henri. Effectivement, on a vu pour cette 8e conférence et puis pour la première mensuelle, parce que ça fait faire une conférence spéciale sur les baux commerciaux et les relations entre les locataires et les propriétaires bailleurs, puisqu'on est au milieu en tant qu'intermédiaire administrateur de biens de ces relations-là et qu'on a pressenti dès le début du confinement les difficultés financières qu'allaient avoir les locataires commerçants. Et on profite en fait du déconfinement et de la future réouverture des restaurants, mais avec beaucoup de conditions et des commerces depuis quelques semaines, pour préciser en fait d'abord le rôle de l'administrateur de biens, puisque pour nous, au cercle des managers de l'immobilier, on est un intermédiaire conseil. Et du coup, on est vraiment aux premières loges pour gérer les difficultés des deux côtés, parce que qui dit difficulté des locataires dit difficulté des bailleurs. On est on est interdépendants les uns des autres. Et voilà, on essaye d'être l'arbitre neutre, serein et voilà, dans le respect des intérêts de chacun et de la
voilà, de maintenir en fait la vie économique de ces locataires voilà, et de celle des bailleurs. Donc, du coup, ce thème, il est vraiment important face à la dégradation économique qu'on constate évidemment. On voit bien que le ministre Bruno Le Maire a nommé donc, une médiatrice pour édicter le code de bonne conduite, auquel d'ailleurs certains des participants ici présents ce soir ont participé et donc vont pouvoir développer et pouvoir en parler. Aujourd'hui, le Cercle a vraiment pris le parti d'être au cœur de l'action. On est de propositions et toutes les thèses et propositions qui seront faites, on les relaie évidemment aux instances et à nos ministres de tutelle. Ça nous paraît hyper important voilà, face au rapport qui va être rendu dans les prochaines heures. Benjamin, François-Emmanuel, un petit mot d'accueil à votre tour et on attaque dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Effectivement, on a voulu que à tous les professionnels de l'immobilier et pas uniquement aux bailleurs, mais aussi aux locataires. On connaît tous les difficultés que nous avons aujourd'hui et notre rôle, nous, c'est l'intermédiation et c'est d'être le lien entre nos bailleurs et nos locataires. On a conscience des difficultés, on a conscience que c'est facile pour personne, on a conscience qu'un propriétaire n'est pas une foncière et on a conscience qu'un locataire sans activité ne pourra pas payer son loyer. C'est pour ça qu'on a essayé dans la mesure du possible eh bien, de trouver des solutions et ça tous ensemble. Pendant toute la durée de cette crise, on a échangé, on a débattu et on a essayé de trouver des terrains d'entente entre toutes les parties. Et c'est vraiment le rôle de notre conférence de ce soir d'exposer effectivement où nous en sommes de cette relation et quelles solutions ont fonctionné plus ou moins et quelle va être la suite. François-Emmanuel, je précise aussi, même si tous les trois, vous connaissez la question des baux commerciaux, que s'agissant de Benjamin, il en est vraiment un professionnel. C'est l'une des spécialités de son entreprise. François-Emmanuel. Oui, il a été nommé par le gouvernement une médiatrice et on peut en effet confirmer que nous-mêmes nous sommes médiateurs depuis maintenant 3 mois sur le sujet. On considère souvent le locataire pas nécessairement comme étant un client, pourtant là, on a bien compris qu'il l'était. Donc, dans les rapports que nous entretenons avec eux, on peut dire qu'on a une intensité beaucoup plus importante que jamais. Et je suis impatient d'écouter ce soir à la fois des représentants de ces différents métiers et des deux secteurs afin de continuer ce dialogue-là que l'on a initié maintenant depuis le début du confinement. Donc voilà, j'attends et je suis très impatient d'avoir l'écoute de chacun d'entre eux. Merci beaucoup. Puis alors moi j'aurais moins de pudeur pour dire qu'on parle dans cette période d'entreprise en difficulté. Les administrateurs de biens spécialisés dans la gestion des baux commerciaux peuvent être mis en difficulté tout simplement parce que sans flux financier, vous n'avez pas d'honoraires. Voilà. Donc, je le confirme, on se met assez facilement à leur place. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait cette conférence à la fin du confinement. C'était aussi pour avoir le retour des confrères et on est vraiment face à un énorme taux d'impayés. Donc, mais c'est clair. J'en profite, Henri, pour relever sur ce que tu viens de dire. Malgré le fait que nos honoraires soient en jeu, nous ne l'avons jamais mis en levier d'une négociation quelle qu'elle soit. Très juste. Parce que l'intérêt avant tout, c'est la relation entre notre locataire et notre propriétaire. Et que les choses soient très claires, on a souvent, en tout cas je parle pour mon cas, fait fi de mes honoraires uniquement pour que les parties soient satisfaites d'avoir trouvé un accord. Et ce n'est pas quelque chose qui a fait la différence, en tout cas je parle pour mon cas, dans les négociations. Non, mais les nombreux administrateurs de biens de l'UNIS dans Paris, ils font au cas par cas les négociations et c'est clair que nos honoraires sont pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est la continuité du contrat,
la vie économique du locataire. Parfait. Moi, je me permettais de dire qu'il y avait cet enjeu-là parce que j'ai le droit de le dire, vous ne l'avez pas dit. On vous a ségré aussi, mais c'est un sujet. C'est un sujet. Alors, bon, Anne Lefort, avocate spécialisée. Je ne sais pas s'il faut dire avocate parce que justement, quand on parle de l'avocat, on pense à un conflit, à une judiciarisation et peut-être, mais tu vas nous le dire, que la question relève plutôt de l'accord. On a entendu dans les propos de chacun jusqu'à présent qu'il s'agissait de se comprendre, d'accommodement, de solidarité. On n'est pas du tout dans le champ judiciaire, mais peut-être faut-il aussi y aller. Alors, Anne, quel constat, après quelques 3 mois d'une situation très, très difficile, on l'a dit, un déconfinement qui est progressif et un retour à l'activité qui sera loin d'être immédiat. Qu'est-ce qu'on peut dire, sachant qu'il y a sans doute autant de situations que de relations locatives, mais globalement, est-ce qu'on peut faire une typologie? Est-ce qu'on peut dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné? Et encore une fois, on va sans doute focaliser notre propos. On a 2 représentants de la propriété tout à l'heure, le patron d'une foncière importante, mais privée, indépendante, et non pas institutionnelle, et puis Jean Pinsol qui représente le détail des propriétaires, le retail. Dans ces 2 grandes familles, foncières familiales ou indépendants, par rapport à des preneurs commerçants, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et quel est le regard de l'avocate spécialisée ou peut-être du conseil spécialisé si on n'est pas encore dans le champ du conflit? Alors, merci Henri. La typologie des contentieux, elle est propre à chaque crise. Il est bien évident qu'on va avoir des contentieux différents de ceux qu'on a pu connaître suite aux crises de 1991 ou de 2008. Principalement, alors nous avons été sollicités beaucoup pour trouver des solutions concrètes, comme vous tous. Donc, je crois qu'il y a un accord unanime qui ressort de nos échanges. C'est qu'aujourd'hui, ce que veulent les utilisateurs, les bailleurs, et avec l'aide précieuse des administrateurs de biens, c'est qu'il faut trouver une solution pour pouvoir maintenir l'activité économique par des efforts croisés, mais pas au préjudice non plus uniquement du bailleur. Et il faut à tout prix éviter la vacance. Et ça, je crois que les bailleurs l'ont également très bien compris. Et chacun s'est mis autour de la table. Alors, parmi les points sur lesquels nous sommes intervenus, pour rappel, nous avons bien évidemment les demandes de report et d'annulation de loyer, je vais y revenir, les renégociations de baux. Nous avons eu également des demandes liées aux transactions qui étaient en cours. Et puis, je vous dirai un mot sur la suite prévisible, c'est-à-dire le contentieux judiciaire qui, même si on tente le tout pour l'éviter, certainement existera autour des notions de la force majeure, de l'exception d'inexécution, de la théorie de l'imprévision, et puis je vous dirai un mot sur la demande de baisse de loyer qui peut-être sera une demande qui sera abondante ces prochains mois. Sur les demandes de report et d'annulation de loyer. Alors, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur le dispositif exceptionnel qui a été mis en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-2019. Vous le savez, le premier discours du président de la République a suscité beaucoup d'espoir chez les commerçants en parlant de suspension de loyer. Et puis finalement, tout cela ne s'est pas traduit dans les textes puisque la loi du 23 mars 2020 et l'ordonnance du 25 mars 2020 n'ont finalement prévu qu'un report de loyer, c'est-à-dire un étalement de loyer. En réalité, et donc pour synthétiser, même si tout cela n'était pas très clair, tous les loyers et les charges demeurent dus par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et certaines seulement bénéficient de la possibilité de report, c'est-à-dire d'un simple étalement de loyer. Alors évidemment, il a fallu décrypter les mesures, et là encore, je salue le rôle des administrateurs de biens qui ont été fort utiles pour faire l'entremise entre bailleurs et utilisateurs. Voilà. Alors dans la pratique, comment ça s'est traduit ?
Bon nombre de demandes d'annulation néanmoins et de report. Alors, certains avec pudeur juste demandant un échéancier, un étalement, d'autres demandant de toute façon l'annulation d'une partie du loyer. Et là, évidemment, c'est une pure négociation. Pourquoi négociation? Parce qu'encore une fois, les bailleurs sont conscients des difficultés et pour certains, il a été possible de mettre en place des avenants, alors avec seulement un étalement de loyer, avec évidemment des précautions, attention aux dates d'exigibilité pour pouvoir permettre aux bailleurs de recouvrer tous ses droits en cas de non-paiement dans les semaines à venir. Pour certains, des abandons de loyer, là encore, qui ont été mis en place par des avenants sécurisés pour les bailleurs, avec des conditions pour récupérer cet abandon de loyer si jamais certaines conditions ne sont pas réunies. Les lettres types, plus ou moins incisives d'ailleurs de la part de locataires, ont permis aux bailleurs de se positionner. C'est important ce que je dis parce qu'on a vu différents comportements et différentes façons d'appréhender et de solliciter ces reports. Certains locataires ont été extrêmement virulents, extrêmement incisifs, ce qui n'a pas toujours plu à des bailleurs qui ont pu se braquer plutôt que de les mettre en position de négocier. Donc, attention. Mais globalement, beaucoup d'accords ont pu être trouvés et finalisés et régularisés. Il y a eu aussi l'opportunité de renégocier totalement les baux. Certaines négociations, certaines parties ont cru bon de profiter de cette opportunité pour trouver un meilleur accord qui satisfasse à la fois le bailleur et à la fois le locataire sur un timing évidemment qui était favorable pour le locataire à un instant T et qui devenait plus satisfaisant pour le bailleur à un autre instant. Là encore, nous sommes intervenus dans de nombreuses renégociations pour aboutir à de nouveaux accords. Troisième typologie d'intervention, et ça c'est vraiment propre aux périodes de crise, ça fait partie des contentieux résurgents dans des périodes tendues, ce sont les hypothèses où les parties se sont engagées et souhaitent faire machine arrière. On a des deals en cours, des deals qui sont déjà finalisés ou qui sont sur le point d'être finalisés et une partie veut rompre ces accords. Alors, typiquement, le cas le plus classique qu'on a eu à de multiples reprises ces dernières semaines, c'est la société en pleine croissance qui veut s'agrandir, qui a pris des milliers de mètres carrés supplémentaires pour ses collaborateurs et qui évidemment veut faire machine arrière et sollicite les conseils pour soit renégocier, soit rompre tout simplement les accords qui ont été pris. Ça fait partie des contentieux typiques que nous avons en période de crise sur la rupture des pourparlers ou des contrats qui ont été conclus. Nous avons également eu des demandes d'aménagement, sous location, surface inférieure, etc. Et puis, on observe également un recul, une hésitation pour les cessions de fonds de commerce ou les cessions de droit au bail. Certains accords ont pu être conclus même pendant la période de confinement. Donc là, il n'y avait pas de difficulté. On avait des cessionnaires qui étaient toujours très motivés et l'opération a pu se faire. On a eu au contraire des opérations qui ont été stoppées net, avec des acquéreurs qui ne souhaitaient plus du tout finaliser l'opération. Et puis évidemment, on a toujours les incertains, les hésitants qui mettent l'opération en stand-by. Et là, nous attendons un peu de voir comment va être la reprise et si l'acquéreur se repositionne. Voilà pour les choses qui ont été traiter, je dirais, le courant, le quotidien en matière de baux commerciaux. Alors, sur les contentieux... Une question avant de parler de l'avenir immédiat, Anne, sur les stratégies, j'utilise ce mot, tu as parlé de comportement, plus ou moins habile des locataires quand il s'agit de demander une facilité. Il y a toujours
deux grandes façons de le faire. Est-ce que les organisations professionnelles, les fédérations étaient derrière? Parce que tu as parlé de lettres type, secteur par secteur. J'imagine que les fédérations ont été à la manœuvre et certaines peut-être plus offensives que d'autres. Alors, oui et non, pas tant que ça. Il faut voir que on a les fédérations du côté des bailleurs, du côté des utilisateurs. Pour les franchisés, on a également les lettres types qui avaient été faites par les franchisés, leurs franchisés. On l'a vu beaucoup. Il faut avoir en tête que le bail commercial est un contrat et c'est du cas par cas. Chaque bailleur est particulier. Et ça, nos administrateurs de biens le savent pertinemment. Et donc, la négociation ne peut pas être une négociation cadre avec une lettre type adressée à chaque bailleur. Et la solution trouvée et les avenants que nous faisons sont vraiment du sur-mesure et du cas par cas parce que chaque bailleur réagit de façon différente. Et puis d'abord, dans les bailleurs, on a des bailleurs personnes physiques qui vont avoir ce pied d'immeuble qui va leur assurer un revenu. Nous avons des bailleurs un peu plus importants qui vont avoir plusieurs sources de revenus. Donc, leur positionnement par rapport à cela est très différent. Donc, effectivement, on a reçu des lettres types parfois d'utilisateurs, de preneurs pour solliciter des mesures auxquelles ils n'ont pas le droit, puisqu'on sait qu'ils ne relèvent pas des dispositifs ni de report, encore moins d'abandon, puisque ça n'est prévu par aucun texte. Mais nous avons des lettres. Alors, des lettres, et j'y venais aussi sur les contentieux à venir, mais ça me permet d'en dire un mot maintenant, des lettres avec toute une série d'arguments. Alors, il y a ceux qui nous parlent uniquement des difficultés économiques, bien évidemment, ceux qui nous parlent d'ores et déjà de force majeure, d'exception d'inexécution. À cela, il y a le comportement, je dirais, et du locataire, et puis il y a le comportement financier du locataire. Il y a des locataires qui ont tout de même payé leur loyer, d'autres locataires qui se sont abstenus de tout règlement. Là encore, il ne faut pas oublier qu'on a mis en place, que le gouvernement a mis en place le prêt garanti par l'État pour permettre justement aux entreprises de faire face à leurs charges. Et pour autant, certains sont dans le blocage absolu du paiement de leur loyer. Alors, c'est une stratégie… C'est très important. On va y revenir avec Denis tout à l'heure et avec Yves aussi. C'est une stratégie qui peut aboutir. Certains utilisateurs, je le sais bien, se disent « oui, mais si je paye, j'aurai moins de levier pour négocier ». Bon, oui, mais les bailleurs sont aussi conscients que les mois à venir vont être un petit peu difficiles, qu'en plus, on est en période estivale bientôt, enfin, demain. Donc, ils sont quand même attentifs et à l'écoute de cela. Alors, un point justement sur les orientations à venir. La force majeure combinée à l'exception d'inexécution, c'est le leitmotiv des locataires pour tenter de ne pas régler leur loyer. Tous les bailleurs ont reçu des lettres de locataires sollicitant l'abandon sur la base de ces arguments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est totalement prématuré de se positionner sur le bien fondé de cette argumentation. Il y a des informations dont on dispose, puis il y a celles dont on ne dispose pas. À ce jour, nul ne peut dire quelle solution adoptera la Cour de cassation sur la force majeure et l'exception d'inexécution pour les loyers commerciaux. Donc, c'est un mécanisme qui suppose une procédure judiciaire avec des délais longs et je ne suis pas certaine qu'il soit opportun aujourd'hui de rentrer en conflit judiciaire pour des années avec son bailleur ou son preneur pour 3 mois de loyer. Voilà. Deuxième point, et je serai très rapide, l'imprévision. Vous savez que la réforme du droit des obligations de 2016, avec une loi de ratification de 2018, introduit dans le Code civil l'article 1195 qui permet de renégocier un contrat ou pire, d'obtenir la résolution d'un contrat lorsque certaines circonstances étaient imprévisibles au moment de la conclusion de ce contrat. Alors moi, je n'ai pas trop de difficultés parce que dans mes baux pour les bailleurs, j'exclus ce mécanisme, mais pour tous les baux qui ne bénéficient pas de cette exclusion, il y a l'imprévision. Donc là encore, on aura un contentieux, ça c'est le contentieux de demain, sur l'imprévision. Voilà. Et puis, évidemment, il y aura des demandes de baisse de loyer. En période tendue, on a les demandes de déplafonnement à la hausse. En période de crise, on a des demandes de baisse de loyer par les locataires en période triennale ou en période de renouvellement. Voilà. Juste une question parce qu'elle est posée par des participants. Les procédures ont été suspendues
pendant la période du cœur de la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut adresser un commandement d'huissier? Est-ce que les tribunaux fonctionnent? On a bien compris que ta préférence n'allait pas à la judiciarisation. Néanmoins, si on est déjà dans ce conflit-là ou qu'on veut engager ce conflit, où on en est exactement du fonctionnement de la justice et de l'exécution? Alors, première chose, la justice fonctionne. En matière de baux commerciaux, nous avons même des audiences en présentiel qui ont repris la semaine dernière. D'accord. Donc, la justice fonctionne. Les textes concernant la prorogation des délais sont vraiment très complexes. On a notamment l'ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoit la prorogation des délais. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a la fin de la période protégée qui est jusqu'au 23 juin 2020. Et, oui, on est encore dedans, tout à fait. Voilà. Et l'ordonnance du 25 mars 2020, qui a été modifiée par la suite, nous dit qu'il faut attendre jusqu'au 23 juillet pour agir. Donc, ça veut dire qu'à partir du 24 juillet 2020, nous allons pouvoir agir pour les loyers, par exemple, ou divers manquements qui n'auront pas été réglés. Bien entendu, il n'y a pas de période de protection pour les loyers avant la période du 12 mars. On est bien d'accord. On pouvait saisir, mais les juridictions étaient fermées, mais on peut d'ores et déjà, dès maintenant, agir en justice pour les loyers antérieurs à la période du 12 mars. Alors, se pose la question beaucoup. Du trimestre 2020 ou la date d'exigibilité si on est sur un loyer échu et au 31 mars, donc on est dans la période. Je précise à chacun des débatteurs, Anne en particulier, que les questions du chat apparaissent. Vous pouvez aussi y répondre en direct lorsque d'évidence elles s'adressent à vous. Il y a des questions juridiques très, très fines, hein, je ne les ai pas encore abordées, je les conserve, mais vous pouvez aussi y répondre en direct. Je l'ai dit, on a des professionnels face à nous et ils rencontrent des cas de figure pour lesquels ils veulent des réponses. Ils les auront de toute façon, y compris des questions fiscales. J'ai tout noté. Alors, Yves Ben-Simon, Yves, merci d'être la voix. Alors, c'est ambitieux parce que vous êtes la voix des commerçants, on vient de le dire. Il y a autant de cas de figure que de secteurs d'activité, que de commerçants, que de commerces. Les baux commerciaux sont des baux sur mesure. Hein. Voilà, ce ne sont pas des contrats d'adhésion, ce sont des contrats négociés. Alors, pardon, parce qu'on va forcément être un peu caricaturaux, mais vous allez nous parler de votre situation. Vous êtes vous-même locataire, utilisateur de locaux commerciaux sur plusieurs sites. Parlons de la France, vous êtes aussi ailleurs, mais parlons de la France. Je crois même, ça c'est pour faire sourire, que vous êtes locataire de Denis Houssadon et de sa foncière personnelle. Voilà, bon. Et donc, bon, on vous a réunis sans savoir ça. Quelle situation avez-vous rencontré? Vous êtes dans un secteur d'activité qui a été mis en panne, hein, qui n'était pas prioritaire, pour lequel l'activité a cessé brutalement. Comment redémarre-t-elle? On peut parler aussi des mois à venir. Quoi qu'il en soit, votre situation et ce que vous savez de la situation des commerçants comparables à votre propre entreprise. Alors, effectivement, mais bon, je vais dire quelque chose que tout le monde a déjà dit. On est dans une situation que personne n'a jamais rencontrée. Ça fait 40 ans qu'on fait ce métier et c'est la première fois qu'on est confronté à une situation pareille. Maître Lefort a assez bien résumé, en fin de compte, tous les cas de figure qui ont pu se présenter avec nos différents bailleurs. Alors, on a essayé de se rapprocher de nos bailleurs très rapidement pour essayer, en leur envoyant d'abord un premier courrier, pour essayer de trouver des accords. On va dire que dans l'ensemble, on a 45 magasins, on va dire que à 98%, on a toujours eu quelqu'un à l'écoute en face qui nous a répondu de façon positive, de façon… en tout cas, on a toujours eu des réponses. Ce qui nous a permis de rentrer effectivement en discussion et d'éviter ce qu'on n'a pas envie de toute façon d'avoir. Comme l'a dit tout à l'heure Maître Lefort, c'est vrai que lancer des procédures qui vont durer très longtemps pour 1 mois ou 2 mois de loyer, je ne vois pas l'utilité et je pense que ça ne serait pas la bonne solution. Donc, dans l'ensemble, tous nos bailleurs ont répondu présent.
Alors, on n'a pas les mêmes accords avec tous, on n'arrive pas, il y en a encore où on est encore en négociation. On va dire qu'à part un bailleur qui ne veut rien savoir et qui, dès le début, s'est montré très agressif sur la situation, à part lui, dans l'ensemble, on va dire qu'on a des bonnes relations avec nos bailleurs. Ça fait longtemps qu'on exploite des commerces, toujours au même endroit, toujours avec les mêmes bailleurs. Et au fil du temps, quand vous n'avez jamais eu de litige avec un bailleur, je crois qu'il y a des relations de confiance qui se créent. Alors, c'est des fois plus facile quand on a un bailleur en face sans intermédiaire, quand il n'y a pas un administrateur, parce qu'on le connaît depuis longtemps, on parle avec lui, on peut prendre le téléphone, ce que j'ai souvent fait, parce qu'on envoie un courrier, on demande, dans un premier temps, on demande une annulation des 2 mois. Systématiquement, on reçoit une réponse négative avec une possibilité d'étalement. Dès qu'on prend le téléphone et qu'on s'adresse directement à la personne et qu'on explique dans quelle situation on se trouve, c'est beaucoup plus facile pour faire entendre, pas pour faire entendre raison, mais pour que la personne comprenne en face les difficultés qu'on peut avoir. Et on va dire qu'on a… Yves, je vous interromps juste 10 secondes sur ce sujet-là. Oui. Vous me voyez sourire. On a rappelé le rôle de l'intermédiaire, hein, du mandataire, mais on n'est pas là pour faire l'apologie des mandataires. Bon, vous dites quand même que dans les cas d'intermédiation, parce que j'imagine que vous en avez aussi, vous rencontrez des relations intermédiaires, vous avez plus de mal comment dirais-je, à faire valoir vos arguments. Vous avez l'impression d'un filtre, d'un dialogue. C'est juste parce que c'est un point important aussi pour la situation. Oui, il y a un filtre, c'est un petit peu plus difficile, mais il n'y a pas plus d'1 heure, on était en relation avec un administrateur de biens pour un de nos locals, et la personne, c'est elle-même qui nous a appelés. Donc ça, c'était par contre la première fois. C'est elle qui a cherché à nous joindre, à essayer de comprendre. Elle a écouté nos arguments. Bon, elle a dit qu'elle allait retourner auprès du bailleur, revenir vers nous. Oui, bien sûr, nécessairement. C'est plus facile quand on a directement le bailleur et qu'on arrive à argumenter directement avec lui. Il y a un filtre en moins. Bon, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Il y a un filtre en moins en tout cas. Voilà. Et j'intercale encore une autre question, je vous laisse continuer. Vos bailleurs, oui, sur la cinquantaine de sites, ce sont des bailleurs indépendants. Vous avez aussi des relations avec des foncières institutionnelles, des grosses maisons. Vous avez tous les cas de figure? On a tous les cas de figure. On a, d'accord. Un retraité qui a un petit magasin, et ben, le loyer, c'est sa retraite. Et celle-là, bien évidemment, on ne l'a pas embêtée, même si au début, on a envoyé un courrier. Et alors, une chose importante, c'est souvent les tout petits comme ça qui ont répondu présent immédiatement, mais tout de suite, qui ont accepté des fois, alors qu'on sait qu'ils ont, je vous dis, le loyer, c'est leur retraite. Et ben, des fois, ils ont accepté immédiatement de négocier 1 mois de loyer parce qu'ils comprennent nos difficultés. Et puis, ils ont aussi peur peut-être d'avoir une vacance derrière. Ils se disent, bon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aujourd'hui négocier, les aider le bonheur qu'on a, qui est là depuis longtemps, plutôt que de risquer qu'ils disparaissent et de se retrouver avec un local qui va être vide pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois. Donc, souvent dans les cas de figure qu'on a, les petits indépendants ont répondu plus facilement et plus rapidement que les foncières. Mais comme vous demandiez, on a tous les cas de figure. On a des indépendants, on a la petite retraitée, voilà, on les a tous. Voilà ce que je peux dire. Sur l'effort, merci beaucoup. Oui. Une précision sur l'effort, parce que ça, c'est un point, me semble-t-il, crucial, que vous avez demandé, lorsque vous l'avez fait, à votre bailleur, sur telle ou telle localisation. Vous avez dit 1 ou 2 mois. Est-ce que vous considérez, au moins à ce stade, et quelle est votre prévision aussi en tant que chef d'entreprise, que l'impasse, ces 2 mois difficiles, parce qu'il ne s'est rien passé pendant 2 mois et que vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires, est-ce que la demande est au-delà de ça? Est-ce que votre demande, ça a été un report,
un étalement conformément au message public. Est-ce que ça a été l'abandon de loyer? Parce que je voudrais qu'on en parle aussi, on verra tout à l'heure avec Denis, juste après vous. Est-ce que vous avez souhaité purement et simplement, lorsque vous avez des bonnes relations anciennes, dire à votre bailleur, on ne peut pas, il faut oublier ces 2 mois parce que moi, je n'ai pas eu de chiffre d'affaires, donc je ne peux pas supporter de charges. Et une question, deuxièmement, sur les aides publiques et le PGE, est-ce que vous avez eu recours au PGE? Si vous voulez bien le dire, ce sont des sujets privés. Non, non, il n'y a rien de confidentiel. Pour revenir sur cette histoire de PGE, effectivement, on a fait la demande, on ne l'a pas obtenue pour l'instant, on est en médiation. Donc, effectivement, la situation est compliquée quand vous n'obtenez pas un PGE, parce que le PGE nous aurait aidé justement à faire face à toutes ces charges. Alors, on a utilisé notre aide, les reports de charges, le chômage partiel, ça, on les a utilisés, bien évidemment. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu le PGE. Je vous dis, on est en médiation. Après, ce qu'on a demandé dans un premier temps à nos bailleurs, c'était un abandon pur et simple des 2 mois où on était fermé. Les discussions, ça s'est transformé en demandant plutôt un partage, 1 mois chacun, et puis un étalement sur le reste de l'année ou sur les 3 prochains mois du mois qui était pas réglé. Dans l'ensemble, c'est ce qu'on arrive plus ou moins à obtenir. L'étalement, on l'a pratiquement obtenu de tout le monde. Voilà, sauf, je vous dis toujours un qui est plus compliqué, mais l'étalement obtenu de tout le monde. Je vais dire que le mois, 1 mois sur 2, pour l'instant, on l'a obtenu de 30% de nos bailleurs qui ont accepté de nous aider dans cette période difficile. D'accord. Voilà, parce qu'on a des relations avec eux depuis longtemps et qui trouvaient normal de nous aider. Voilà. Dans l'ensemble, voilà où on en est aujourd'hui. C'est parfaitement clair. Yves, vous avez été auditionné par la médiatrice Jeanne-Marie Probst ou vous l'avez fait parvenir une note ou non? D'accord. Et tout à l'heure, j'évoquais le rôle des fédérations. S'agissant de votre activité, je ne connais pas mes classiques, j'imagine que vous avez une organisation professionnelle ou peut-être plusieurs. Vous vous êtes tourné aussi vers votre syndicat? Ou est-ce que vous avez agi directement parce que vous connaissiez vos bailleurs, vous l'avez dit, et que vous n'aviez pas besoin? Non, on a agi directement. C'est vrai que le syndicat nous a envoyé régulièrement des courriers d'information sur les aides qu'il pouvait y avoir, sur le chômage partiel, sur toutes les procédures qui étaient en cours. Mais on ne leur a pas demandé d'aide. On a agi directement avec nos bailleurs comme on le sentait. Voilà. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je n'ai pas retenu le nom. Je vous en prie. La médiatrice, comment Jeanne-Marie? Jeanne-Marie Probst. Voilà. Et on va parler d'elle d'ailleurs tout de suite parce que Denis Houssadon, me semble-t-il, lui a eu des échanges avec la médiatrice. Denis, pardon, parce que je crois que tout à l'heure, quand s'exprimait notre avocate, tu as souhaité réagir. Donc, si tu as encore en tête le sujet, s'il est toujours d'actualité dans le débat, tu peux le faire. J'ai vu ta main levée. Et puis ensuite, tu pourras enchaîner directement. Bon, très clairement, voilà, vous êtes 2 représentants de la propriété, Jean et toi. Tu es à la tête d'une foncière que j'ai qualifiée d'indépendante, privée. Donc, ce n'est pas une institution au sens où d'autres foncières existent sur le marché. Peut-être celle qu'évoquait le président de la République, qui n'avait peut-être pas en tête que les bailleurs, c'était aussi des indépendants qui avaient besoin crucial de leur revenu. Je le note. Donc, ta situation, tu as une foncière avec une surface telle qu'il y a beaucoup de cas de figure, j'imagine, que tu as rencontré. De la même manière que Yves, de son balcon, a dit « Moi, j'ai rencontré plusieurs types de relations avec les bailleurs », toi, tu as dû rencontrer plusieurs types de relations avec les preneurs aussi. Voilà. Et tu pourras nous parler de ce rapport, parce qu'il y a des questions sur ce qui risque d'y avoir dans le rapport. Alors, sans inventer des secrets d'État, il risque d'intervenir très vite. Je le dis, on est dans l'actualité, c'est peut-être dans les heures qui viennent que le rapport… Mais le rapport, tu m'entends oui. Très bien, très bien. Alors, le rapport, je l'ai reçu, moi. Ça y est? Oui, le rapport est sorti. Donc, c'est
D'abord, le rapport, c'est une charte. Parce que ce sont des affaires privées. Or, l'État ne peut pas se mêler dans des affaires privées. Premier débat. Donc, c'est une charte, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi, c'est un conseil d'amis, si je puis l'interpréter comme ça. Bien. On va remettre quand même tout dans l'église au milieu du village. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une crise, on a un virus, n'est-ce pas? L'État fait une distribution à partir d'ordonnances, la 20-20-16-17, 371 sur le fonds de solidarité, la 378 remplacée par la 394, n'est-ce pas? Et elle fait comme ça, elle donne quoi du 25 mars août? Et elle donne quoi? Elle donne un fonds de solidarité, un fonds de garantie de l'État, des chômages partiels et des exonérations pour certains de charges sociales. Et ce matin, Bruno Le Maire disait encore qu'il allait, il y a le deuxième étage de la fusée, il allait donner 10 000 € pour que les gens puissent payer leur loyer. Bien. Ensuite, les banques ont reçu des ordres. Il faut savoir quand même que les banques ont décalé les échéances de 6 mois. Alors, venir aujourd'hui et venir en disant, ouais, vous comprenez, le bailleur, il ne veut pas se retrouver avec un local vide. Mais moi, je veux bien me retrouver avec un local vide. Il n'y a pas de problème. Moi, il s'en va avec plaisir qu'il me rende les clés. Hein. Je ne demande pas mieux. Mais maintenant, si je peux l'aider, bien sûr que je vais l'aider. Mais les lettres que j'ai reçues, qui étaient à la limite des lettres de menace, qui disaient vous allez nous faire 2 mois gratuits, 50% sur le décembre, mais bonsoir tout le monde. Il n'y a plus personne, je réponds plus, je négocie plus. Il a fermé la porte à la négociation, alors qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est simple. Et après, je répondrai à Maître Lefort. Dans le domaine des ordonnances, on ne peut pas saisir, faire jouer la clause résolutoire, on ne peut pas mettre les pénalités financières, mais ils ont oublié une chose, la saisie des comptes. Et ça, on peut faire. Et pendant toute la période de procédure, il faut payer son loyer. Ça n'exonère pas le non-paiement du loyer. Ça, c'est premièrement. Maintenant, venir et dire que les entreprises, comme j'entends souvent, André, Grandré Créla, Camailleux, etc., mais c'était des entreprises qui étaient déjà à l'agonie il y a bien longtemps, qui étaient mortes il y a bien longtemps. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, à la limite, les 25% que donne l'État, garantis à 90% par l'État et 10% par les banques, il faut savoir que les banques ont reçu hors de prendre aucune garantie chez le commerçant. Ça veut dire que cet argent ne sera jamais remboursé, c'est la prochaine crise. C'est-à-dire que les banques vont être de 30 milliards de leur poche. Voilà. D'ailleurs, c'est si vrai ce que je vous dis, que l'État a donné ordre aux banques de pouvoir inscrire déjà une provision en cas de non-recouvrement. Bon, ça c'est le deuxième point. Maintenant, de là à dire on va se retrouver sans locataire et tout ça, c'est pas vrai. Je vais vous dire, c'est comme en amour, une de perdue, 10 de retrouvée. Quand vous avez des bons emplacements, hein, croyez-moi, ils font la queue. Hein, ils font la queue devant. Maintenant, pour revenir à Maître Lefort. Maître Lefort, je suis 100% d'accord avec vous, si ce n'est que le cas de force majeure est inapplicable. Parce qu'il n'est pas du fait du bailleur. Le cas de force majeure est un cas qui concerne tout le monde. Alors, si j'applique le cas de force majeure, c'est très bien. Mon locataire va me dire cas de force majeure. Moi, je vais dire à mon banquier, cas de force majeure. Le banquier va dire à la Banque de France, cas de force majeure. La Banque de France va dire à la Banque européenne, cas de force majeure. Et on va tourner en rond comme ça en cas de force majeure. Bon, je peux vous dire que ça, c'est inapplicable, premièrement. En ce qui concerne le 1195 de la crise l'imprévision économique, n'est-ce pas? D'abord, c'est un article qui est très récent, qui date de 2017, sur lequel personne n'a encore jugé. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, je dois vous le dire confidentiellement, pas que dans mes baux, en cas de négociation de loyer à la baisse, j'ai fait jurisprudence dessus, n'est-ce pas? Le bail est résolu de plein droit. Bien. Alors, pour l'imprévision économique, il faut démontrer d'abord que pour renégocier le contrat, il faut démontrer qu'on a payé de manière onéreuse ou à un prix excessif. Ça, c'est déjà une première difficulté. Deuxième difficulté, quand je retrouve un locataire derrière, même avant que les gens partent, je retrouve un locataire à plus cher, croyez-moi que le juge, il a du mal à comprendre. Ça, c'est le deuxième point. Alors,
les avocats qui sont venus, et je ne vous vise pas à mettre, en disant l'imprévision économique, ils ont écrit à tout le monde en disant le cas de force majeure, le cas de force majeure. Mais le cas de force majeure, je défie quiconque aujourd'hui de me ramener un jugement avec un cas de force majeure. Ça, je peux vous le dire. Parce que le cas de force majeure n'est pas inhérent et de la faute du bailleur. Il est général. Il est de la faute de personne. Voilà. Donc ça, j'en ai débattu avec des magistrats qui sont entièrement d'accord avec moi sur ce point. Maintenant, vous me dites, il y a d'autres points que j'aimerais soulever. C'était bien sûr l'imprévision économique, la saisie des comptes, et alors les types de ce que nous promettons. Alors les gens qui nous écrivent en nous disant on va vous faire 50%, sinon on s'en va, on leur fait bye-bye. Je vais vous dire, on ne les retient pas. On ne retient personne. Bon. Par contre, ceux qu'on peut aider, bien sûr qu'on les aide. On les aide de bonne foi. Et ceux qui viennent comme les Zara, les H&M, et qui disent on va s'en aller, mais partez. Je leur dis alors, juste, tu valides ce que disait Anne, c'est-à-dire que selon la manière dont le discours a été tenu… bien sûr. Mais il faut arrêter de nous faire peur. On vit à une époque, attends, on n'est pas à Ouagadougou quand même. On vit à une époque où tout se sait minute par minute. On est au stade de la communication. Alors, il faut arrêter de raconter qu'on va se retrouver seul, sans locataire. Moi, je suis en train de signer des baux très, très chers avec de nouvelles enseignes. Ce n'est pas vrai du tout ce qu'on raconte. Je peux te dire même les noms, etc. Donc, on signe des baux à Marseille, on signe des baux à Strasbourg, on signe des baux partout. Donc, voilà, c'est des conneries monumentales, je te dis. Et donc, il n'y a pas de raison que nous fassions cadeau de moi, car je peux te dire une chose, cette crise a sauvé plus d'une entreprise. Des entreprises qui étaient sans trésorerie, sans rien, se sont retrouvées aujourd'hui avec des résultats négatifs, se retrouvent aujourd'hui avec 25% de trésorerie à 0%, n'est-ce pas? On sépare le taux de l'année prochaine. Or, il y a une loi qui est constante qui te dit que lorsqu'on sépare le taux, il n'y a pas accord sur la chose et le prix, on ne sait pas le taux. C'était le cas des prêts des années 80-90. Hein, quand le TEC, le taux effectif global, n'était pas exact, on annulait le contrat de prêt. Je ne sais pas si M. Lefort connaît cette astuce. Bon, alors, le prêt était complètement annulé. Là, on ne sait même pas ce qui va se passer l'année prochaine sur le taux. Donc, le prêt sera annulé. Et pur et dur, on va en profiter pendant 5 ans et après, il sera annulé. C'est tout. Donc, on connaît bien les textes de loi. Ça, c'est premièrement. Et ensuite, le dernier point, nous, on aide les gens. On sait qui c'est, surtout les H&M qui font des ventes par Internet, ou Zara, avant où tu recevais en prime, tu recevais le lendemain ton colis. Maintenant, tu as 2 semaines d'attente chez Zara pour recevoir ton colis. Et les magasins, je m'excuse, ils sont pleins. Le magasin de Bordeaux, le premier jour d'ouverture, il y avait 2h30 de queue. D'accord? J'ai là encore la photo. Bon, que j'ai d'ailleurs failli envoyer à Madame Prost. Et donc, il y a des enseignes qui étaient déjà complètement perdues. Et aujourd'hui, elles revivent grâce à la crise. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, 2 virus dans l'année, je ne dis pas non. Hein. Parce que 2 fois, tu me décales mes échéances, merci beaucoup. Hein. Et si tu me donnes 25% de mon bilan, je te dis encore doublement merci, je t'embrasse les pieds. Voilà, à taux zéro en plus. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait aux entreprises, aux locataires? Aux locataires qui sont sensibles et petits, on les aide bien entendu. Aux autres, on décale le paiement dans un délai de 12 mois. Sur 12 mois, les 2 mois, ça représente des fois 10, 20 000, 30 000. On le décale à raison de 12 mois. C'est ça, 12 mois. Voilà. Donc, et après, le reste suit son cours. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui et qui est accepté. Enfin, ceux qui nous ont écrit à la USARD, je peux te dire qu'on ne leur répond pas et on va direct au contentieux avec eux. Voilà, c'est pas compliqué. Je ne vais même pas chercher à téléphoner, rien du tout. Moi, il faut que ce soit un martien pour qu'il m'intoxique. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est même pas la peine de discuter là-dessus. Voilà. Donc, pour le reste, je suis désolé, l'État a fait des cadeaux extraordinaires. Je crois même qu'en Allemagne, moi, quand j'ai parlé, j'ai eu Madame Prost au téléphone. Je dis, faites simple. Faites comme en Allemagne, comme a fait Madame Merkel. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Merkel? Les loyers seront étalés dans un délai de 2 ans, entre accords entre bailleurs et locataires. Basta, point, c'est fini, et la balle est au centre, tout le monde est OK. Voilà. Ni on va offrir 1 mois, ni 2 mois, ni 10 mois, ni 20 mois. Voilà.
quant aux échéances Alors, les gens qui me disent, il y en a qui ont faussé le marché, il y en a qui ont dit genre 2 mois de manière très généreuse, etc., dans leur générosité, alors qu'ils avaient des locaux qui étaient, dont les commerçants voulaient partir depuis plus d'1 an, et depuis plus d'1 an, ils ne touchaient pas leur loyer. C'est facile de dire je t'offre 1 an si tu veux. D'accord ? Il y a des entreprises qui ont perdu, ils avaient 4000 magasins en Chine, qui ont perdu la culotte en Chine, et ils se refont une santé ici avec leurs magasins en prenant les 25% de garantie de l'État. Alors, il faut arrêter quand même. Les tirs au flanc, les petits malins, il faut quand même arrêter. Voilà ce que je dis tout simplement. Maintenant, on ne veut pas ne pas aider. Bien sûr qu'on va aider. J'avais annoncé du franc-parler. Tu ne nous as pas déçus. Bon, là, tu viens d'évoquer… Absolument, tu as évoqué. Mais je dis aussi qu'on est très heureux de t'avoir parce que tu te fais rare sur les tribunes, tu ne recherches pas les tribunes. Donc, on est sensible à ce que tu sois là. Tu évoquais, j'imagine, à demi-mot, la foncière de Phalsbourg, hein, puisque c'est le président de la foncière de Phalsbourg qui a annoncé, bille en tête, hein, l'annulation de mémoire de 3 mois et je crois même plus. Clairement, certains ont préféré annoncer des annulations parce que de toute façon, ils étaient dans des situations d'impayés, si j'ai bien compris. Bien sûr. Voilà, d'accord. Bon, c'est clair. Benjamin Darmouni voulait réagir à ton propos ou peut-être au propos d'Yves qui a précédé. Je lui donne la parole volontiers maintenant. Oui, merci Henri. Je voulais rappeler que la manière et l'approche des locataires étaient extrêmement importantes. En tout cas, sur la manière de réagir de nos bailleurs. Parce que quand on avait un courrier agressif, par définition, nos bailleurs répondaient de façon agressive. Quand on a eu des locataires qui, au lieu d'envoyer un courrier type, ont décroché leur téléphone, nous ont expliqué leur situation, les bailleurs étaient beaucoup plus à même de pouvoir pas répondre à toutes leurs demandes, mais à faciliter un échelonnement plutôt que de 6 mois, 1 an. Et pour répondre à Yves sur le sujet, soyons clairs d'une chose, c'est que je pense que les professionnels ont été facilitateurs dans les relations entre locataires et bailleurs. Bien souvent, nous, on a eu des bailleurs au téléphone qui, la première approche était très dure et disaient « moi, je ne peux pas me passer des loyers pour vivre ». Et en leur expliquant la situation de leurs locataires, en leur expliquant que leur intérêt n'était pas forcément celui d'une procédure longue et coûteuse et que finalement, faire un geste de 1 mois, de 15 jours, de 1 mois de loyer, permettant de signer un protocole d'accord entre les parties et donc de permettre le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière comme on peut voir aujourd'hui, eh bien, à ce moment-là, on arrivait à trouver des solutions entre les parties. Voilà ce que je voulais rappeler. L'administrateur de biens dans cette crise a été facilitateur. Oui, puis ce qu'il faut rappeler aussi, mais Yves le sait, c'est que le mandataire nécessairement doit se retourner vers son mandant et c'est certain qu'il ne peut pas s'engager sans avoir mené un dialogue. Parfois, et tu le dis, ce dialogue avait précédé et donc déjà il y avait eu un assouplissement. Parfois, il a fallu le faire après avoir entendu le locataire. Voilà, donc il y a forcément une plus grande complexité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rôle bénéfique de l'intermédiaire. Il faut quand même savoir. Tu m'entends, Henri? Tu m'entends? Oui, très bien, très bien. Très bien. Tu m'entends? Très bien, Mélie, on t'entend. Oui, je voulais dire qu'il y avait des propriétaires dont c'était la là, moi, retraite. je ne t'entends plus, mais je ne sais pas si… Ah, je ne sais pas, ça ne marche pas. Tu m'entends là? Oui, ça fonctionne pour tout le monde. Hein. Ah là, super. Non, je voulais dire tout simplement… Merci, monsieur. Je voulais dire tout simplement qu'il y a quand même des propriétaires qui ont ça pour vivre, ce loyer, et il y en a d'autres qui ont des remboursements à faire. Alors, allez expliquer à un juge qu'on va sacrifier quelqu'un qui a fini sa carrière pour vivre en paix pour une autre personne, je ne sais pas comment le juge va trancher ça. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir. Si tu amènes un contrat de prêt à un juge en disant, voilà, je suis face à, je vais faire défaut,
je vais faire des impayés, je vais être interdit Banque de France, je dois encore manger, dormir et sortir, et m'habiller, et payer mes charges, comment je fais? Si tu m'expliques que le juge il prend une décision, c'est qu'il faut arrêter, c'est qu'il a des mauvais fournisseurs. Hein. Voilà. Alors, le lien est fait naturellement avec le propos que tu viens de tenir, avec le mandat de Jean Persol. Jean, tu es le représentant en tant que patron de la Chambre des propriétaires de ces femmes et ces hommes qui, en effet, pour certains retraités ou à un moment donné de leur carrière, ont fait le choix de ce type d'actifs. D'autres ont choisi le résidentiel. On ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle de cet actif que sont les murs de boutique. Et bien sûr, il y a une dépendance à ces revenus fonciers d'un type particulier. Alors, ta photographie de ce qui s'est passé, je disais que tu représentais, par rapport à Denis, qui a une foncière de dimension importante, mais qui est privée, tu représentais ce que j'appelais le retail des propriétaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les petits propriétaires qui peuvent avoir, et Denis lui-même le disait, 1, 2 ou 3 locaux commerciaux. Et finalement, l'idée de déshabiller Pierre pour habiller Paul peut être tentante. C'était peut-être dans la pensée des pouvoirs publics, mais il y a aussi des dégâts collatéraux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mission tu as pu accomplir au titre de la Chambre? Tel homme de médiation, de conciliation, comment tu as vécu et comment tu vis aujourd'hui auprès de tes adhérents avec l'équipe de la Chambre cette situation? Est-ce qu'il y a des cas dramatiques? Est-ce que pour l'instant ça se résout et cette solidarité de fait arrive à résoudre le problème? Ta photographie, ton diagnostic et tes solutions. Il nous est demandé aussi comment on fait pour réussir le dialogue entre un propriétaire et un locataire. Il y a plusieurs questions sur le chat. Alors, essaie de nous éclairer là-dessus. Alors, d'abord, on a lancé une enquête auprès de nos adhérents. Et dans cette enquête, on a très peu de retours négatifs. C'est-à-dire que les preneurs ont continué à régler leur loyer ou l'ont un peu différé, mais on a peu de litiges commerciaux. La deuxième chose que je voulais dire et qui me permet de rebondir un peu sur les propos de Denis Houssadon, c'est qu'effectivement, depuis le 13 avril, à la Chambre des propriétaires, on a lancé la médiation parce que vous savez pas, vous allez apprendre maintenant que j'ai une équipe de médiateurs judiciaires près la Cour d'appel de Paris qui sont neutres et indépendants et qui travaillent pour la médiation entre les parties, c'est-à-dire qu'ils vont faire accoucher, toi qui es philosophe, tu vas comprendre très bien, c'est une sorte de maïeutique économique. Et donc, le médiateur permet aux parties de se parler et de trouver une solution. Donc, on va partir du pourquoi et on va arriver au comment. Ce qui m'a permis, depuis le 13 avril, comme je l'ai dit, de monter ce centre de médiation en ligne avec l'aide de mes médiateurs judiciaires. Et on avance, puisqu'aujourd'hui, j'ai une dizaine de médiations qui sont en cours. Je pense qu'on va en avoir beaucoup plus après, puisque vous le savez, la médiation devient un des outils juridiques qui va rentrer en ligne de compte dans le cadre de la résolution des litiges depuis le 1er janvier 2020. Aujourd'hui, j'ai mon centre de médiation du logement, donc, qui est ouvert aux baux commerciaux, aux baux d'habitation et à la copropriété et les troubles du voisinage. Tu parlais de conciliation tout à l'heure. Aujourd'hui, on est un peu bloqué sur la conciliation parce que la conciliation, c'est simple, c'est l'article L145, je fais le savant parce que je l'ai lu tout à l'heure, hein, L145-35 du statut des baux commerciaux, qui s'arrête à la variation du loyer en fin de bail, à la triennale et aux travaux. On ne peut pas aujourd'hui parler de conciliation. D'accord. Le domaine qui nous occupe. Et puis, les conciliations, on en a une fois par mois à la préfecture de Paris. C'est un mécanisme qui est très peu utilisé. Donc aujourd'hui, dans le conflit qui nous anime, ça me paraît compliqué de recevoir du public. Je voulais revenir sur Jeanne-Marie Probst, le médiateur, parce que dès le départ à l'UNPI, on a beaucoup poussé pour qu'on travaille sur la médiation. Et Pierre Otus, le délégué général de l'UNPI, a été en contact avec le médiateur.
Effectivement, Denis Houssanon disait tout à l'heure que certains ont un document qui s'appelle la charte de bonne pratique entre commerçants et bailleurs pour faire face au Covid. Effectivement, et ça c'est ce que je pense, c'est d'abord il faut privilégier le dialogue, c'est du cas par cas. Donc les principaux points, c'est le renfort du gré à gré et la discussion entre les parties. Donc rétablir le dialogue ou de ne pas le perdre. Pas de remise en cause du contrat, ce que disait Anne Lefort tout à l'heure. Limiter les excès, apaiser les débats. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'huile qui a été mise sur le feu dans cette crise. En fait, il y a trois débats différents qui ont concerné les baux commerciaux. Il y a les grosses enseignes locatives qui se sont dit on va se faire de la trésor sur les grosses foncières locatives, et ça a beaucoup castagné entre certains acteurs du marché, qu'ils soient preneurs ou bailleurs. Moi, je connais des enseignes, je ne donnerai pas de nom, hein, je vous promets, mais qui ont été ouverts pendant toute la durée de la crise. Ils ont envoyé des courriers menaçants à leurs bailleurs pour ne pas payer leur loyer. Alors ensuite, où est-ce qu'on place le curseur? Je trouve que c'est un peu dommageable. Parenthèse d'ailleurs, un médiateur, genre juste une chose, parce que c'est vrai que vous avez tous souligné, en particulier Denis, Yves aussi, que la mauvaise foi a pu se glisser dans la situation actuelle. Bon. Des entreprises qui étaient en difficulté ont pu être finalement aidées par les aides de circonstances. Des entreprises qui n'en avaient pas besoin ont pu solliciter des aides et ne pas pour autant payer leur loyer. Bon, il a pu y avoir de la mauvaise foi. Un médiateur, quand il intervient, puisqu'en effet c'est un point auquel tu es très attaché, il regarde de près la situation de l'entreprise et du demandeur qu'est le commerçant, j'imagine. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Bien connaître le commerçant pour savoir si sa demande est de bonne foi ou de mauvaise foi. Non, le médiateur, il n'est pas là pour ça, pour juger les parties. Le médiateur, il est neutre et indépendant. Il permet aux parties de reprendre le dialogue et il les aide à trouver une solution. Donc, aujourd'hui, j'ai des médiations en ligne parce que tu sais, il y avait des masques, on ne peut pas recueillir du public. Bien sûr. On a une responsabilité. J'ai une salle de médiation à la Chambre, mais il faut que les deux parties soient d'accord. Donc, le médiateur, dans un premier temps, contacte le locataire, contacte le bailleur, ou inversement, hein, il n'y a pas de sens de priorité. Si les deux parties sont d'accord pour participer à une médiation, elles participent à la médiation, mais la médiation n'est pas obligée d'aboutir. Si elle aboutit, il signe un PV de médiation qui est validé par un juriste, un avocat, et ça a une valeur de transaction. Moi, avec le médiateur judiciaire, après la Cour d'appel de Paris, on est bordé, mais voilà, ça a une valeur de transaction. Donc ensuite, les parties… D'accord, c'était une question qui nous était posée aussi. On nous demandait comment on figeait une médiation. Donc clairement, il y a un PV et ça devient un document contractuel qui s'impose aux deux parties, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et il n'y a donc pas, dans le travail du médiateur, il n'y a donc pas d'étude de la situation ni du demandeur, qui va être le commerçant, ni du propriétaire bailleur. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qu'évoquait Denis tout à l'heure, si le bailleur est endetté, s'il doit rembourser sa banque. Ce n'est pas le sujet. Le médiateur, il va écouter les parties et les faire se parler. Donc, si tu veux, le souci principal, ça va être le chiffre d'affaires. Le souci principal du bailleur, ça va être le loyer. Donc ensuite, le loyer et les charges. Donc ensuite, comment on arrive à les faire se rencontrer? Il est possible que ça marche, il est possible que ça ne marche pas. Le rapport, tu soulignais, Denis l'a dit aussi, finalement, il n'y aura pas d'ingérence de l'État ou du législateur. On reste sur un code de bonne conduite, de bonne pratique. Alors, deux questions. Est-ce qu'il va servir à quelque chose, ce rapport? Je suis un peu provocateur. C'est sans doute un travail, tu y as pris ta part, Denis aussi, la médiatrice a sans doute beaucoup travaillé. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Parce que ça va donner des guides à certains qui ne les avaient pas, pour mieux se parler, mieux engager les négociations.
Et par ailleurs, deuxième question, ça m'est demandé aussi par des participants, est-ce que le document qui va sortir fait la distinction entre les plus gros bailleurs et les autres? On a vu qu'il y avait eu des stratégies différentes. Les commerçants les plus importants et les autres, est-ce qu'il y a une typologie de relations? Non, Ou est-ce qu'il y aura dans le rapport pour autant que tu le saches? Et alors, pour ce que j'en ai lu, il est co-signé par l'ensemble de la profession, petits propriétaires, gros propriétaires. J'aime pas ce mot petit, mais ensuite par les fédérations de locataires, de commerçants, et c'est une charte de bonne conduite. Donc, d'accord. Elle a une valeur, elle est pas coercitive. Donc ensuite, ils en font ce qu'ils veulent. Si j'ai envie de mettre mon locataire dehors parce qu'il m'a envoyé une mauvaise lettre et que je pense qu'il est de mauvaise foi et qu'il ne va pas me payer, bon, voilà, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Je voulais quand même souligner une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça fait apparaître au niveau de la France, il faudrait qu'on y ait la mise en place d'une vraie politique sur le commerce, parce que là, on a parlé des grandes métropoles. Donc, dans les grandes métropoles, c'est facile. Le commerce, ça tourne. Il y a des artères où, effectivement, si Denis Houssadon a un locataire qui lui rend les clés, il en trouve 10 le lendemain. Et puis, on a la France un peu périphérique. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un géographe qui a écrit sur le sujet. Et cette France périphérique, on y constate un taux de vacances qui passe de 12,5% à 16%. Donc, comment on fait pour remplir notre commerce de proximité, pour faire vivre notre commerce de proximité? Là est la question, parce que la France des métropoles, il y a 20 métropoles, mais tout le reste, ça concerne 60% de la population. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vivent? Et la ville sans commerce, elle se dégrade. Tu connais mon amour du commerce et des locaux commerciaux. Le commerce, c'est la vie. J'ai oublié ta première question, mais j'y réponds volontiers. En l'occurrence, je demandais s'il y avait dans le rapport, tu as répondu directement, il n'y a pas de typologie de relations locatives selon qu'on est face à une foncière institutionnelle, selon qu'on est face à un petit propriétaire. Ce guide de bonne pratique, chacun l'utilisera comme bon lui semble et il n'y a pas des compartiments dans lesquels on va se retrouver. Non, le principe, c'est la discussion entre les parties, pas de remise en cause du contrat. Et effectivement, recours à la médiation qui proposée, mais on est dans la proposition, on n'est pas encore en Corée du Nord, donc c'est la liberté qui s'applique. Une question aussi là, aux spécialistes, aussi à l'historien des beaux commerciaux que tu es. Bon, le droit des beaux commerciaux a évolué il n'y a pas très longtemps. Même s'il a en gros une grande stabilité par rapport aux relations résidentielles. Est-ce qu'on peut imaginer après cette crise une évolution du droit des beaux commerciaux, des règles du jeu? Alors, j'ai l'arrière-pensée de dire des beaux commerciaux qui seraient plus favorables aux commerçants parce que l'économie commerciale a beaucoup souffert et va encore souffrir. Est-ce qu'il faut s'attendre à une évolution du droit ou est-ce que ce rapport et cette attitude, on l'a pour solde de tout compte, ce sont des contrats privés sur mesure et fermer le banc? Moi, je pense que le statut des beaux commerciaux, il est pas trop mal fait, à part les égratignures qui avaient été faites mais ça c'est le propriétaire qui parle, par Madame Pinel et le plafonnement du plafonnement. Voilà, c'est la dernière évolution. Où on ne sait plus trop où on se retrouve et je trouve que c'est plutôt défavorable aux locataires parce que finalement le bailleur qui a les moyens, il va mettre son locataire dehors pour avoir un loyer de marché. Donc tu vois, c'est l'effet inverse qui était attendu. On a un principe dans le statut des beaux commerciaux qui s'appelle le bail dérogatoire et qui permet d'avoir des occupations de locaux commerciaux dans des zones peut-être un peu
de seconde zone ou dans des villes moyennes qui permet d'avoir une occupation de 12 mois, 24 mois pour essayer. Moi, ce qui me pose problème ensuite, c'est effectivement la valeur locative, parce qu'il y a des endroits où la valeur locative, elle est de marché, donc de toute façon, on ne va pas avoir de problème pour trouver un locataire. Et puis, il y a des endroits où la valeur locative, c'est difficile. Je vais prendre des exemples que tu connais. Chez nous, dans le sud-ouest, à Bayonne ou à Dax, on trouve des artères qui sont avec des boutiques qui sont vides. Les locataires les prendraient à bail éventuellement, mais les propriétaires en veulent de telle valeur locative que le local commercial, il est vide parce qu'il est un peu en retrait et que voilà. Alors, ce que je rajoute, c'est que je fais partie d'un institut qui s'appelle l'Institut pour la ville et le commerce, et Pascal Madry, le délégué général, a lancé une réflexion sur la foncière de commerce à loyer modéré. Donc, évidemment, ça ne s'appliquerait pas à Strasbourg ou à Marseille, pour reprendre le propos de tout à l'heure, mais je pense qu'il y a toute une partie de la France qui nécessite d'être revitalisée et qu'on doit repenser la ville de demain avec le commerce. Donc oui, le statut des baux commerciaux, il n'est pas trop mal fait, même si on a du mal parfois à doubler le loyer. Dans les questions qui sont posées, il y a une très pratique. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse mail? Moi, je l'ai sous les yeux, mais toi, tu dois la connaître par cœur, des médiateurs de la Chambre. Oui, alors c'est en minuscule contact. Tu me corriges si je dis une bêtise. Hein. Contact. Absolument. @habitat-médiation.com. Exactement, voilà. Parfait. Alors, une autre question qui n'est pas d'ambiguïté, ce sont des médiateurs opérationnels. On me demande comment faire appel à la médiatrice. Alors non, la médiatrice, le mot peut avoir plusieurs sens, et donc un haut fonctionnaire qui a été nommé par le gouvernement pour réfléchir aux conditions du dialogue et de la résolution des conflits. C'est-à-dire qu'elle-même ne va pas intervenir dans les relations, tu le confirmes, entre un commerçant et un bailleur. Hein. Ce n'est pas médiatrice dans ce sens-là. Je le confirme, le médiateur Marie-Jeanne Probst a travaillé justement sur la charte de bonne pratique. C'était dans ce cadre qu'on l'a appelé médiation, et l'appellation médiateur pour des puristes de la médiation serait impropre. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Peut-être une question à Anne Lefort. Il y a plusieurs questions juridiques. Elle y a peut-être elle-même répondu en sentant que ça s'adressait à elle. Hein. Je dis c'est une faculté que vous avez tous les quatre. Une question de fiscalité. Alors, c'est pas une question civile, c'est une question fiscale. En cas d'abandon de loyer, est-ce qu'il y a, Anne, un avantage pour le propriétaire qui fait cet abandon de loyer au profit du locataire? Si Denis Houssadon remet 2 mois de loyer à Yves Ben-Simon, par exemple, qu'est-ce qu'il en tire comme bénéfice fiscal? Alors, il y a effectivement un dispositif. Alors, je voudrais répondre aussi à Denis Houssadon par rapport à oui, bien sûr, bien sûr. Je vais revenir. Il y a effectivement un dispositif incitatif qui a été mis en place par le gouvernement pour permettre aux bailleurs de déduire les loyers qu'ils auraient abandonnés dans le cadre d'un accord. Alors, il faut être incitatif. Je n'ai plus en tête les mesures précises fiscales avec les incidences financières, mais il faut être précis aussi en termes d'abandon. Donc, il faut quand même le formaliser de façon assez précise pour que l'administration ne vienne pas par la suite que c'était un étalement et finalement pas un abandon, surtout quand on a des étalements sur 12 mois qui dépassent 2020. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, oui, effectivement. Se méfier peut-être d'ailleurs, parenthèse Anne, quand il n'y a pas d'intermédiaire, puisqu'on a parlé des 2 cas de figure, les 2 ont leurs avantages et leurs inconvénients peut-être, mais souvent dans des relations directes, on oublie de formaliser. Donc il ne faut pas l'oublier. L'administrateur de biens ne va pas l'oublier, mais il faut formaliser l'accord. On oublie de formaliser, ou parfois on aimerait qu'ils aient oublié de formaliser, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas toujours satisfaisantes ni sécurisantes pour l'une des parties. Il faut quand même sécuriser. Par exemple, sur l'abandon de loyer, on a des solutions concrètes qu'on a mises en place avec prévoir cet abandon. Est-ce qu'il est
offert tout de suite ou est-ce qu'il est offert par mensualité ou sur plusieurs échéances? Que se passe-t-il s'il ne paye pas? Enfin, une sorte de clause de retour à meilleure fortune, par exemple. Tout peut être envisagé et tout doit être envisagé. Et puis aussi peut-être de s'en prévaloir, même s'il y a un incident de paiement dans 1 an ou dans 2 ans, ça peut être bon aussi de récupérer l'abandon de loyer qui a été fait en 2020 en période de Covid. Bien sûr. Je voudrais dire juste un mot, Henri, si tu me le permets, sur… Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, Benjamin, je sais, veut prendre la parole. À Denis Houssadon. Alors, bon, effectivement, en un mot sur la vacance, je suis d'accord et nous, avocats, nous battons souvent pour les bailleurs aux côtés des administrateurs de biens lorsque nous souhaitons récupérer un local. Donc ça, c'est évident. Mais comme le disait Jean Passol tout à l'heure, tous les bailleurs ne sont pas propriétaires de lieux situés en prime. Et aujourd'hui, on voit quand même une petite vacance, y compris sur Paris, qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Donc, il faut quand même être vigilant, qui était beaucoup plus restreint et qui se voit quand même. Donc, attention à cet effet vacances. Il ne faudrait pas qu'il prenne de l'ampleur avec justement cette crise sanitaire. Bien entendu, la question ne se pose pas pour les endroits, les emplacements prime, mais pour tous les autres, attention quand même, on a des locaux, même avenue Victor Hugo, qui sont vides depuis des années. Alors, c'est une très bonne observation. On oublie de distinguer, je distinguais beaucoup, c'était assez naturel entre les gros propriétaires, on va dire, et les autres, les institutionnels et les privés. Mais c'est vrai que la localisation territoriale, et on va dire les chances de louer que va avoir le local, c'est aussi discriminant. Denis Houssadon, parce que c'est l'un des meilleurs spécialistes d'évidence, il a des emplacements qui ne souffrent pas de ce problème-là. Ce n'est pas le cas de tous les bailleurs. Important de le rappeler, Anna. Absolument, absolument. Et c'est très important de le rappeler et ça justifie aussi la mise en place d'accords parce qu'il est bien évident que si on avait tous des emplacements prime, personne ne négocierait. On ne serait pas là aujourd'hui autour de cette table en train de discuter des accords à rechercher et à mettre en place. Les bailleurs diraient non. Aujourd'hui, le dispositif légal ne permet qu'un étalement et encore pour certaines entreprises et pas toutes. Donc aujourd'hui, si les bailleurs prennent le soin de se mettre autour de la table et de discuter avec leurs locataires, c'est qu'il y a une incidence et pour eux également. Ça, c'est le premier point. Sur la force majeure, je rejoins parfaitement ce que Denis Houssadon a dit. La force majeure en soi ne justifie absolument pas le non-paiement des loyers, mais c'est un mécanisme, et ça les avocats le savent, mais les confrères qui développent ces arguments au bénéfice d'utilisateurs ont bien compris que la force majeure à elle seule ne suffisait pas et ils utilisent la force majeure combinée à l'exception d'une exécution. Car vous avez raison, M. Houssadon, effectivement, la force majeure, même si c'est le Covid, est extérieure au bailleur et elle ne justifie pas le non-paiement du règlement du loyer que peut réaliser le preneur. En revanche, il y a une certaine forme de manquement à l'obligation de délivrance puisque pendant la période de confinement, les commerçants qui ont fait l'objet d'une fermeture, et cet argument ne vaut pas d'ailleurs pour les autres, mais les entreprises qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture par arrêté du 14 mars et du 15 mars 2020 n'ont pas pu donner un local accessible au public puisque par définition, par le fait du prince en réalité, par l'État, il était inaccessible. Alors, cet argument, comme je vous le disais, je suis incapable aujourd'hui et personne n'est capable de vous dire s'il va aboutir ou pas. Effectivement, la question de l'opportunité de mener une procédure judiciaire pour 2 ou 3 mois de loyer se pose également parallèlement. Mais c'est cet argument qui va être développé devant les juridictions. Et avant d'avoir un arrêt de la Cour de cassation, nous aurons des décisions intermédiaires des tribunaux et des cours d'appel. Tous les dossiers n'iront pas non plus en cassation. Donc, avant d'avoir la décision de Cour de cassation, il y aura des décisions intermédiaires qui statueront, alors de façon différente, jusqu'à ce qu'il y ait une uniformisation par la Cour de cassation sur la force majeure et le fait du prince et l'exception d'une exécution.
Après, je reviens dessus. Je ne vois pas effectivement pourquoi le bailleur serait contraint de supporter le fait du prince de l'administration. Mais il y a un manquement sur l'obligation de délivrance. Merci beaucoup, Anne. Je sais que Denis veut prendre la parole. Je vais peut-être demander à Benjamin, parce que Denis est un invité et que nous on accueille, de permettre à Denis d'intercaler sa question, et puis après Benjamin d'Harmonie. Denis voulait réagir. Et quand Denis veut réagir, il faut lui donner la parole parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner autrement. Denis? Il faut ouvrir le micro. Oui, tu m'entends? Allô? Voilà, ça y est. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Maître Lefort et on est en phase. La seule chose, c'est que pour l'instant, rien n'est jugé. Deuxièmement, j'ai cru voir dans un chat qu'il y aurait eu déjà des jugements sur le cas de force majeure. C'est faux. Il faut rétablir et arrêter d'intoxiquer le débat parce que j'ai vu qu'on a écrit sur le chat qu'il y a eu des jugements. C'est faux, entièrement faux. Rien n'a été jugé. La Cour de cassation s'est prononcée sur rien. Et il y a juste peut-être à Besançon, mais pas dans le cadre du virus, celui d'aujourd'hui, du Covid-19, mais sur le cadre d'un autre virus. Mais aujourd'hui, rien n'est jugé. En ce qui concerne le bail, c'est une œuvre privée entre un locataire et un bailleur. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le locataire va reprendre son activité, va faire des chiffres d'affaires. Il faut quand même savoir que le locataire, M. Ben Simon va me corriger, je parle sous son contrôle, j'étais un ancien du textile, n'est-ce pas? Nous avions des chaînes de magasins et nous payions à 120 jours fin du mois, au mieux 90 jours fin du mois. Donc, on décale nos échéances chez nos fournisseurs, on fait toujours tout de suite de la trésorerie, mais le bailleur qu'a-t-il, lui? Il a juste son pauvre loyer, plus une échéance, si ça se trouve, au bout de remboursement. Alors, quand je vois les gens de Procos qui, parce que c'est leur gagne-pain, parce que c'est leur fonds de commerce, parce que sans ça, ben, notre ami, je ne sais pas si c'est toujours Bazoukian ou pas, ben, il irait à la pêche au gardon. Non, mais il a passé la main il y a quelques semaines. Il a passé la main. Tu vois, je suis en retard, Henri. C'est-à-dire… Il est en retraite, voilà. Alors donc, défendre… C'est Emmanuel Leroc. Oui, Emmanuel Leroc. Aller systématiquement à l'encontre du bon sens, il faut que l'esprit subtil prédomine. Il faut un moment que le jugement soit présent et rétablir quand même un équilibre. Alors, il est certain que le locataire a toujours besoin du bailleur. Ça, il faut le dire au locataire. Le jour où il veut vendre, s'il a un bail spécialisé, et je parle sous le contrôle de Maître Lefort, il a besoin d'une déspécialisation. S'il ne s'est pas bien comporté, il a profité d'une situation pour dire, écoute, j'ai besoin de 2 mois, plus le reste à 50%, plus le reste comme ci, comme ça. Ça ne va pas. Donc, on a toujours besoin d'un bailleur, c'est ce que j'avais appris quand j'étais commerçant. Bien. Mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous qui sommes présents sur tout le territoire français, on a toutes les enseignes à notre actif. Personne ne manque à l'appel. J'ai même l'honneur d'avoir avec moi M. Ben Simon. Bien. Et le privilège que je salue en passant. Et nous nous entendons très bien avec nos locataires. On fait ce qu'on peut, on leur ouvre des solutions et on trouve accord. Et à ce jour, je dis bien, à part Zara et H&M, n'est-ce pas, qui ont essayé d'ailleurs, H&M et Adidas ont essayé en Allemagne, ils se sont fait tout de suite rabrouer par la chancelière qui les a remis au poteau d'exécution et ils se sont retirés. Vous avez eu cet écho, donc ils ont essayé de faire les malins, ça n'a pas marché. Mais nous, sinon, sur le reste, on s'entend magnifiquement bien. Il y en a qui écrivent des lettres un peu agressives. Bon, on les remet, on les recadre pour leur dire qu'on est encore les propriétaires jusqu'à nouvel ordre. Voilà. C'est pas qu'on a un droit de vie ou de mort, c'est pas ce que je veux dire, mais que c'est quand même un dialogue, c'est une œuvre privée, c'est un document qui doit où l'État n'a rien à faire dedans, elle donne un petit conseil d'amis, une charte de bon comportement, je suis d'accord. Pour revenir à Maître Lefort sur le problème de la fiscalité, il y a 2 types de fiscalité, il y a la fiscalité au réel des SCI. Bon, eh bien, ça se passe à l'encaissement. Si elles ont encaissé 10 mois, elles déclarent 10 mois. Si elles ont encaissé 12 mois, elles déclarent 12 mois. Mais il y a le problème des centres commerciaux, et c'est là où la difficulté a résidé.
les centres commerciaux, eux, avaient besoin de provisionner les loyers non payés. Or, Bercy refusait systématiquement la provision en disant que peut-être vous allez le récupérer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Le bail, il court encore pour 9 ans ou 10 ans, etc. Maintenant, Bercy a donné son accord à la provision. Donc, si vous voulez, les règles vont être plus souples puisqu'ils vont pouvoir le déduire. Voilà la situation. D'accord. Très bien. Mais sinon, en ce qui nous concerne, ça se passe bien. Et tiens-toi bien, Henri, je vais te faire une confidence. Ça se passe d'autant mieux avec les petits qu'avec les gros. Les petits ont encore un certain respect. Ils ont encore, je ne dirais pas un remerciement, mais ils se contentent de ce que vraiment, ils sont émerveillés quand ils voient que tu prennes soin d'eux, que tu dis, ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais vous étaler ça, etc. Quand je vois un visage magnifique comme Maître Lefort, bien sûr, j'ai envie de donner 2 ans, d'exonérer 2 ans, de faire 20 ans d'étalement. Bon, là, je plaisante. Bon, il est temps qu'elle réalise qu'elle peut avoir un impact aussi sur la négociation. Bon, c'est bien. Voilà. Voilà ce que je vais dire en deux mots. D'accord. Juste j'intercale une question avant Benjamin. D'une manière générale, là, on parle d'une crise grave, bon, voilà, qui a conduit, on l'a dit, des entreprises à ne plus fonctionner du tout ou à dysfonctionner. Autrement, des retards de paiement dans l'univers du commerce, que tu connais très bien, tu l'as dit, je le rappelle volontiers, tu finis ton verre de champagne, tu as été commerçant toi-même, hein, à un moment donné de ta vie professionnelle, tu as dit, allez, je vais passer de l'autre côté parce que c'est pas mal d'être propriétaire, mais tu connais très très bien l'univers commercial. La question des payés, des retards de paiement, elle est, c'est un vrai sujet hors temps de crise, Denis, tu m'entends? Oui, très bien. Ah, pardon, tu t'adressais à moi. Excuse-moi, je pensais. Oui, je disais. Excuse-moi. Non, c'est à toi. Je disais qu'en dehors de cette crise très, très grave, est-ce que la question des impayés, des retards de paiement, des demandes d'échelonnement, etc., c'est un sujet dans l'univers du commerce au sens large? Là encore, tu as une vision panoramique. Non, je dois dire que. Et tu as été commerçant. Bon, moi, les impayés, je dois avouer qu'on n'en a pas. Des retards, nous, c'est pas prélèvement. Donc, on a peut-être un retard par-ci, un retard par-là, mais c'est sans. Franchement, on ne peut pas en parler. Chez nous, ce n'est pas grand-chose. C'est rien du tout. C'est rien du tout. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir un problème, ça c'est sûr, c'est que les villes de province, les petites villes de province, en dessous de 300 000 habitants, vont se désertifier au profit de la capitale. On assiste à des villes qui sont complètement désertes, où tous les rideaux des magasins sont fermés, où tu peux acheter, je blague, hein, mais tu peux acheter le cinéma fermé, le boucher fermé, même l'hôtel de ville fermé, tu peux l'acheter aussi. Tu vois, si tu vas ici à côté de Metz, tu prends tout, Frisange, Collange, tout ce qui finit par Ange, tu peux racheter tout ça pour 1 euro symbolique. Hein. Alors, ils ne veulent pas faire… non, mais je te dis franchement, hein, il suffit de se trimballer. C'est là d'où venait le ministre des Finances. Jean Pinson évoquait effectivement ces localisations. Et là, c'est très important de le dire. Il y a des endroits… Là, il faut trouver immédiatement, avant que ça s'aggrave, et qu'on vienne comme aux États-Unis dans des villes fantômes, il faut, tu sais, ça fait rappeler un peu le bar, les bandes dessinées de Lucky Luke, hein, où il arrive dans une ville fantôme, tout est fermé. Bon. Alors là, il faut trouver une solution rapide ou dire que les personnes qui vont investir là-bas seront exonérées, comme l'article 44 quater qui avait mis Rocard en place ou un truc comme ça. Tu vois, il faut trouver une solution intelligente parce que ça va aller de mal en pis. Et bon, le projet Pinel, c'était pas un plus, je dis franchement. Denis, tu disparais derrière ta main là. Je sais pardon. J'ai dit le projet voilà, Pinel. La dernière modif qu'a fait la loi Pinel, c'était pas d'un intéressement subliminal. Hein. C'était pas un truc qui a fait beaucoup d'effet, si ce n'est que le locataire a un droit de préférence pour acheter mais que tu peux détourner à tout moment parce qu'il suffit de lui vendre une chambre de bonne avec et c'est fini. Voilà. Donc tu vois que c'est pas. Tu m'entends? Allô? Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô.
Allô? Allô, tu m'entends, Henri? On entend toujours. Ah oui. Alors, donc, je disais, la loi Pinel, bon, c'était pas une invention. La loi Pinel, ce n'était pas une invention majeure. Voilà. Ça n'a pas chamboulé le marché de manière extraordinaire. Si ce n'est que le locataire, il a un droit de préférence, d'accord, mais que si tu coupes ça avec la vente d'un deuxième objet, ben, il n'a plus le droit de préférence. Donc voilà. Mais les baux, bien entendu, il faudrait trouver une astuce sur les baux de telle manière que on va avoir un déséquilibre entre les petits propriétaires et les gros locataires. C'est là où il y aura un déséquilibre. Quand tu vas avoir un Zara ou un H&M contre un petit propriétaire, je vais te dire, il va l'emballer au tribunal, ça va durer 20 ans, l'autre, il va passer son loyer à payer les avocats. Donc, il y a un déséquilibre là. Il faut trouver une faille là-dessus. Il faut que les avocats penchent à un sujet là-dessus. Et il faut surtout que les avocats, avec les experts, aillent, et je m'adresse à Madame Lefort, là, à Maître Lefort, pardon, il faut qu'ils aillent au tribunal pour faire une réunion avec les juges en disant le loyer judiciaire ne peut pas être de 50% inférieur au loyer privé. C'est-à-dire, on cite un loyer privé, un loyer privé, je dis de 1000, on va au tribunal, le tribunal, il alloue en province 600, 700, tu vois. Donc, toi, tu as investi sur la base de 1000 et tu reviens au tribunal sur la base de 600, 700. C'est pas possible. Tu comprends? Ça fausse le marché. Capiche? Allô, allô? Allô, allô? Tu m'entends? On vous entend très bien. Voilà. C'est bon, il y a eu des problèmes, mais je crois que c'est bon. Benjamin voulait intervenir. Moi, j'ai une question pour Benjamin, pour s'adresser à ses deux consoeurs et confrères aussi. Est-ce que ce qui se passe, cette complexité nouvelle dans les relations entre preneurs et propriétaires, on a bien entendu Denis, normalement les choses se passent bien. Là, bon, clairement, la crise a créé une situation difficile, peut-être durable. Peut-être durable. On a entendu Yves, on va revenir vers lui et dire bon, moi je pense que voilà, il me faut 2 mois de facilité. Il est optimiste pour la suite. Est-ce qu'on peut l'être dans tous les cas de figure? Est-ce que ça peut dissuader d'investir dans les baux commerciaux? Je pourrais poser la question à Jean Pinceul aussi. C'est un actif qu'on a beaucoup conseillé aux particuliers, quelle que soit leur surface financière, avec bien sûr le discernement nécessaire pour voir à quel endroit, le commerce, etc. Tout le monde n'a pas l'expertise de Denis. Mais est-ce que cet actif peut perdre de l'attractivité parce qu'on va se dire, bon, finalement, je suis très, très dépendant de l'économie générale et je n'ai pas barre sur l'économie générale, je ne peux rien faire. Clairement, Henri, l'acquisition de baux commerciaux ne se fait qu'à la rentabilité. La seule chose dont on peut s'apercevoir, c'est qu'on sera plus exigeant sur la rentabilité et le taux qu'on demandera. Avant crise, on était sur des acquisitions. Alors évidemment, quand on parle de prime, ce taux baisse, donc on pouvait descendre jusqu'à 3, mais pour un bien classé 2 bis, pas dans une rue principale, on ne parle pas des rues les plus connues à Paris, on était entre 5 et 5,5. Là, on s'aperçoit aujourd'hui déjà que les taux sont déjà passés entre 6 et 6,5. Donc très clairement, tous les transactionnaires de baux commerciaux, de murs commerciaux, te diront qu'il y a déjà une augmentation du taux de rentabilité exigé par les investisseurs. Donc, le sujet ne va pas être de savoir si ça va toujours les intéresser. Le sujet, c'est à quel prix et à quel taux de rentabilité. J'aimerais revenir concernant M. Houssadon et Maître Lefort sur une chose. Vous évoquiez les non-discussions sur le prime. Mais pour une bonne et simple raison, c'est la valeur du fonds de commerce. Est-ce que les gens ont très envie de mettre en jeu leur fonds de commerce et la valeur qu'il a? Pour moi, c'est pourquoi négociation il n'y a pas. C'est parce que la valeur du fonds de commerce a un prix tel que ce n'est pas pour 2 mois de loyer qu'on risque de le mettre en péril.
Une dernière chose, on dit ça se passe mieux avec les petits que les grands. Mais qui a le plus à perdre? C'est le petit. C'est pour ça que ça se passe mieux avec les petits qu'avec les grands. Parce que les petits sont prêts à faire des efforts que les grands aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Déjà parce qu'ils ont les moyens d'une procédure longue, ce que le petit n'a pas forcément. Et autre chose, je vois bien le nom de M. Houssadon, mais néanmoins, je vais finir. Je pense que tout ça est dû à la cacophonie du gouvernement. Au début de la crise, on a eu A le lundi, B le mardi, C le mercredi. Très clairement, il aurait mieux fallu, pour les bailleurs comme pour les locataires, réfléchir avant de parler. Et je suis désolé, je suis un peu dur dans ce que je vous dis là, mais aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on connaît pour faire de l'intermédiation entre bailleurs et locataires proviennent de manque de transparence des dispositions qui ont été prises. Oui, mais je peux dire un mot pour vous répondre, monsieur. Oui, bien sûr, Denis, bien sûr. Oui, vous dites que parce que la valeur du fonds est importante, donc il faut savoir une chose, qu'une grande enseigne, aussi grande soit-elle, si elle a 4000 magasins, et si elle a, sur les 4000 magasins, elle va dire qu'elle va s'en séparer de 1000 ou 2000, sa valeur de chaîne a fondu comme neige au soleil, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que lorsque on résilie un bail, il y a toutes les conséquences qui suivent derrière. Il faut savoir que vous devez licencier le personnel, vous devez retrouver un autre local, vous devez refaire des travaux, déposer des permis et des autorisations. C'est une histoire à 2-3 ans. Pendant ce temps-là, le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Donc, comme ça, terroriser, je dirais, le propriétaire sous prétexte que je vais partir, ça ne fait pas recette et ça fait mauvais effet, je vous le dis franchement. Surtout pour un anarchique comme moi, ancien hippie, vous voyez, donc, et je vais vous dire, et j'en passe. Bon, donc ça peut pas faire vrai. Oui, donc c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, il faut quand même que, raison gardée, nous puissions trouver accord en bonne intelligence avec, vous dites le petit, parce que le petit est raisonnable. Quand on lui dit au petit, on va vous étaler, ne vous inquiétez pas, on va vous refaire les choses, qu'est-ce que vous souhaitez voir, et ça, on trouve entente, il n'y a pas de raison. Chez le gros, c'est la loi du plus fort. La lettre qu'on reçoit, je vous promets, si je vous la soumets, mais c'est pur qu'une lettre de menace. Mais c'est inaudible, c'est illisible, on ne peut pas l'entendre. Alors, agir comme ça, mais qui s'en aille, bonsoir Clara, et on va gagner le fonds, vous avez raison, le fonds vaut beaucoup d'argent. Ben, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des droits d'entrée, comme il y a des ventes de fonds, et vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'on ne les retient pas, c'est tout ce que je dis. Par contre, trouver un accord, nous avons trouvé des accords avec des grandes enseignes, avec des Primark, avec tout le monde, on a trouvé des bons accords, c'est des gens charmants, il n'y a aucun souci. Voilà. Là, je n'entends plus Denis Houssadon. Je ne sais pas s'il continue à parler. L'image est... il parle toujours, il est toujours là. Avec sa gouaille habituelle, il n'y a pas de problème. On vous a bien entendu, c'est la liaison d'Henri qui n'est pas très bonne. Mais moi, je vous ai Monsieur Houssadon, hein, mon locataire qui a cédé la semaine dernière Faubourg Saint-Honoré était à jour de ses loyers. Ah, bah oui, il avait intérêt. Je vous rassure. Non, mais ça, même s'il y a un petit retard dans les loyers, c'est pas bien méchant en soi. On peut attendre, on n'est pas à la pièce. Hein. Donc, on peut patienter, on sait ce que c'est. Nous avons été commerçants, on sait qu'il y a des hauts et des bas. C'est pas le souci. Et M. Ben Simon sait comment marche le commerce. Surtout qu'avant ça, il y a eu les gilets jaunes, il faut le dire, au détriment des locataires. Il faut savoir qu'il y a eu les gilets jaunes. Le seul problème, c'est que vous l'avez dit à juste titre, au départ, il y a eu une cacophonie. Et la crise a été provoquée par cette cacophonie. Parce que Bruno Le Maire disait « je demande aux propriétaires d'offrir 2 mois », je ne sais pas si vous l'avez entendu. L'autre disait « je demande ci et ça ». Donc, c'était n'importe quoi qui était fait. Et du coup, le marché a été faussé et on sait plus personne ne sait quoi. Voyez-vous ?
Donc, tout le monde est dans l'attente de cette médiatrice, de ce qu'elle va faire, en espérant que ça va être le miracle du siècle. Non, ça ne sera pas le miracle, ça sera un étalement pour les petits, sachant que les ordonnances concernent les entreprises de moins de 10 personnes, ayant un chiffre d'affaires de temps et temps et temps. Il y a des contraintes. Hein. Voilà. Mais nous, on veut bien dépasser la contrainte, il n'y a pas de problème. Bon, pour l'instant, je dois dire qu'on répond en ce qui concerne nos médiations, enfin nos accords avec le locataire, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ça se passe très très bien, je dois le dire. On a trouvé accord pratiquement, je peux dire, avec 70%. Voilà. Ok. En l'absence de connexion d'Henri, je vais reprendre la main. Je vous remercie, Denis Houssadon, pour votre franc-parler et votre bon sens. Et je vais redonner la parole à Yves Simon, qui, je crois, voulait réintervenir. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro de façon à pouvoir répondre à M. Houssadon qui vous interpellait? Et M. Houssadon, vous pouvez fermer votre micro si ça fonctionne. Je ne sais pas comment le faire, on veut bien. Un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave, laissez-le ouvert. Je suis aussi content de faire votre connaissance. Je ne savais pas que vous étiez un de nos bailleurs, mais ceci dit, je ne sais même pas pour quel magasin, mais ce n'est pas grave. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bon, ça sera peut-être un peu une conclusion, mais ce que je voulais dire, je crois qu'il faut avant tout privilégier le dialogue, parce que les médiateurs, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais je crois qu'il faut privilégier le dialogue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a pris le téléphone et quand on avait le moyen d'avoir un contact direct avec notre bailleur, ça s'est toujours bien passé. On a toujours trouvé un accord. Alors, j'entendais à un moment donné la conversation qu'on avait demandé 2 mois. Ça a été notre première demande, effectivement, parce que dans le feu d'action, on a dit on va demander 2 mois. Mais bon, après, quand on a eu des retours, quand on a dialogué, voilà, on a trouvé, avec tout le monde, on arrive à trouver des accords. Tout n'est pas finalisé, mais je suis convaincu qu'on arrivera toujours à trouver des accords avec tous nos bailleurs. Il ne devrait pas y avoir de problème. On espérait que la médiatrice promeuve, mais on va voir effectivement son rapport. Je crois qu'il faut privilégier le dialogue. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir dialoguer en direct si possible, ou avec un intermédiaire si ce n'est pas possible de joindre le bailleur en direct, ou avec un intermédiaire qui va transmettre les messages. Et des solutions sont toujours trouvées. Oui, on peut s'appeler. Vous m'appelez quand vous voulez. Mon téléphone est à votre disposition. Hein, on laisse Henri faire l'intermédiaire entre vous. De façon vous ferez passer votre téléphone par… Henri fera le lien. Voilà. Je vais donner le mot de la fin en son absence à Jean Pinsol avant de conclure. Je crois que vous vouliez réagir aux propos de M. Houssadon et d'Yves Simon qui viennent de réagir. Monsieur Jean Pinsol, vous pouvez ouvrir votre micro normalement en bas à gauche de l'écran. C'est fait. Oui, je voulais dire d'abord du contentieux, il y en a toujours eu avant le Covid, et il y en a pendant le Covid et il y en aura toujours après. Donc voilà, la question, elle n'est pas de savoir de qui c'est la faute, si c'est le gouvernement ou pas. Je pense qu'il y a des mauvais bailleurs comme des mauvais locataires et une majorité de bons honneurs et de bailleurs. Comment on va parvenir à résoudre cette crise? Comment on va faire pour lutter contre la vacance qui commence à s'installer dans le pays? Parce qu'aujourd'hui, le taux de vacances 2020, on est quand même passé à 16%. Donc, ça veut dire qu'il y a 16% de locaux commerciaux qui sont vides en France. Et puis voilà. Et effectivement, le mot de la fin, c'est Yves Simon qui l'avait. Il faut privilégier le dialogue. C'est l'essentiel. Il y a une bonne démarche. Il y a beaucoup de preneurs qui ont sa démarche. Il y a beaucoup de bailleurs qui ont la démarche de l'écoute. Et c'est c'est ce mot qu'il faut retenir pour la fin parce qu'il est très positif. Effectivement. Ouais. Effectivement, je vous remercie. Vous m'avez tous ôté ma conclusion, les mots de la bouche, mais c'est très bien. Je vous confirme qu'Henri a un problème Internet, donc il n'a plus de connexion. Donc, je vous remercie déjà à tous d'avoir participé à cette conférence et apparemment, selon les spectateurs et le chat, voilà, tout le monde a été très satisfait, informé, confirmé et les questions ont eu leur réponse. Donc, je vous remercie beaucoup, Maître Lefort. Et, Présidente, je peux le faire aussi. Voilà. Je peux le faire aussi. Voilà, ça y est, je n'ai que la voix. Je suis désolé, je n'ai que la voix. Je suis passé par le. Je finis juste et je te laisse la parole. Je vous remercie tous, chaque participant et chaque spectateur. Et puis, non, je suis heureuse qu'on ait eu un dialogue de bon sens
qu'on insiste évidemment sur la médiation et le dialogue et que c'est la seule solution avant contentieux. Voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce futur rapport, mais voilà, on peut déjà voir aujourd'hui qu'on n'aura pas des solutions toutes trouvées. Il faudra qu'on soit inventif. Et Henri, je te laisse le mot à la fin. Bon, merci, pardon de cette interruption, c'était bien involontaire. Bon, c'était peut-être tout simplement parce que moi, quand je suis avec vous, je ne vois pas de limite, mais on a largement dépassé l'heure et demie qu'on s'était imparti et c'était nécessaire. Je souscris à ce que je viens d'entendre de la présidente de l'UNIS du Grand Paris. Je vous remercie tous de la franchise, de l'authenticité de vos propos. Hein, ça a été vif aussi. Bon, on a quand même des informations, même si on le découvrira dans les jours qui viennent, sur le rapport de Jeanne-Marie Prost, grâce à ceux qui ont pris part. C'est Denis Houssadon, c'est Jean Pinsol aussi. On sait quand même qu'il n'y aura rien de coercitif et que ceux qui ont su faire jusqu'à présent, vous en êtes tous des bons exemples, hein, semble-t-il, ne vont peut-être pas découvrir grand-chose. Et on retient aussi le conseil donné par Anne Lefort. La judiciarisation est évidemment la moins bonne des solutions. Il y a beaucoup d'autres à tenter avant, y compris la médiation. Jean Pinsol y est très attaché. Donc moi, je vous remercie beaucoup. On se retrouve désormais, vous savez, dans un mois. C'est la fréquence du cercle des managers de l'immobilier. Sauf si une actualité exceptionnelle, on se réserve toujours la possibilité d'intercaler une réunion. Autrement, c'est dans un mois, mardi 7 le premier juillet. mardi du mois de juillet, exactement. Mardi 7. Et on parlera sûrement de nouveau de résidentiel, mais vous aurez le temps de recevoir toutes les informations. Donc, merci à Yves Ben-Simon, merci à Denis Houssadon, merci à Anne Lefort et à Jean Pinsol, et puis à mes camarades puissance invitante aussi, Émilie, Benjamin Darmouni et François-Emmanuel Borel. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Bonne soirée. C'est un plaisir et je précise que nous étions près d'1 millier de participants. Donc, vos voix auront porté. Voilà. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir.